Et si vous n'aviez pas entendu le complexe d'Orphée, vous vous seriez en vérité cassé la tête devant le thème de Dompteur. Il est né le 28 mai 1918 à La Tronche, dans l'Isère, près de Grenoble, à 22 heures. Vous pourrez monter le thème, et bien vous verrez un cadre mercurien. Le soleil est en effet au Gémeaux, signe mercurien. Et Jupiter, qui est le maître de l'ascendant Sagittaire, Jupiter est situé lui-même dans les Gémeaux. Quant à Mars, il est situé en Vierge et valorise un autre signe mercurien. Et il est au trigone exact de Mercure. Cadre mercurien. Cadre vénusien. Vénus est angulaire au fond du ciel. Et Vénus est maîtresse de Mercure, qui est située dans le Taureau. Et Mercure est intéressante puisqu'elle est maîtresse du Soleil Gémeaux. Vous voyez la ramification. Le milieu du ciel est en Balance, signe vénusien. Le cadre solaire existe aussi. Le Soleil est en effet situé dans le secteur 5, qui est en outre le secteur de la représentation, par l'occurrence le cirque. Et il y a une conjonction, il est vrai c'est une conjonction de génération, la conjonction Saturne-Neptune, elle est néanmoins située au Lion. Et la présence de Pluton et de la Lune existe dans ce thème, car Pluton est angulaire en pointe de 7 dans le signe lunaire du Cancer, et la Lune est dans la maison 1. Voyez-vous, tous les indices du complexe d'Orphée, toute la constellation orphique, se trouvent là dans le thème d'un homme qui a passé sa vie à dompter des tigres. Bon, le thème a une toile de fond sagittarienne, l'ascendant est au Sagittaire. Le choix d'animaux exotiques, le choix des voyages, bon ça c'est Sagittaire, d'accord. Mais le choix professionnel, la grande ligne générale de la destinée, nous la comprenons, Orphée nous l'a expliqué, et Pierre-Louis, avec son imagination de poète, nous l'a fait toucher du doigt en insistant sur le cadre des fauves que charme Orphée. Voyez-vous tout ce que l'on peut en tirer, bien compris, hein, toute cette méditation sur le mythe d'Orphée était loin d'être inutile, elle était nécessaire si l'on veut avoir quelque chance de comprendre les âmes humaines. Sinon, on n'y comprend jamais rien. Nous allons prendre maintenant le thème fort intéressant et l'œuvre très extraordinaire de Stéphane Mallarmé. Mallarmé fut considéré comme un poète orphique par excellence. Charles Moron, dans son introduction à la psychanalyse de Mallarmé, fait culminer son étude sur une troisième partie intitulée précisément Orphée. Georges Catoui, dans son livre Orphisme et prophétie chez les poètes français, 1850-1950, consacre un chapitre entier à Mallarmé. Eva Kushner, dans sa monographie sur le mythe d'Orphée dans la littérature française contemporaine, insiste, mais d'une manière nuancée, sur l'orphisme de Mallarmé. Sur quoi cette réputation orphique de Mallarmé est-elle fondée? Si l'on se reporte au texte de Mallarmé lui-même, on se trouve devant un très singulier, très étrange paradoxe. Ce poète orphique a finalement très peu parlé d'Orphée. J'ai eu beau compulser et recompulser la collection de la Pléiade, œuvre complète de Mallarmé, je n'ai, à dire le vrai, trouvé qu'une seule page. Elle est dans la page s'appelle Les dieux antiques. Il consacre un assez long passage à Orphée, qui du reste est significatif. Et significatif d'ailleurs non pas tant par ce qu'il dit d'Orphée, mais surtout par ce qu'il omet de dire. Et si vous faites un jour raconter la légende d'Orphée à quelqu'un, ne notez pas ce qu'il va dire de la légende, mais ce qu'il va oublier de cette légende. Au niveau de l'acte manqué, c'est assez intéressant. Il y a du reste quelque chose que j'ai omis de dire ce soir. Mais je dois dire que je l'ai omis sciemment, car nous allons plus tard en reparler. Mais néanmoins, si vous êtes perspicace,
vous devez tout de suite situer à travers cette chose omise qui je suis. Donc, Mallarmé, je laisse ça à votre investigation d'astrologue. Mallarmé, en fait, dans cette page, rappelle les éléments de la légende. Il rappelle la mort d'Orphée déchirée par les Ménades, il rappelle la tête qui chante, et ce sont des détails révélateurs de la pensée de Mallarmé. Et en fait, la page est quand même extrêmement classique. Mais après le récit de l'histoire d'Orphée, il donne un commentaire des origines étymologiques du mythe qui suit fidèlement la théorie de Cox, mais qui est quand même très beau et très intéressant et très révélateur de la pensée mallarméenne. Et quoiqu'ayant retranscrit pratiquement Cox, c'est très représentatif de la pensée mallarméenne parce qu'en fait, un auteur retient chez un autre ce qui le plus lui ressemble, ce qui a une résonance en lui. Et voilà ce qu'il dit, et cela nous apprend quelque chose d'intéressant. Son nom est le même, Orpheus, que l'indien Ribou, appellation qui paraît avoir été, à une époque très primitive, donnée au soleil. Ce que Mallarmé voit donc dans la légende d'Orphée, c'est le mythe solaire. Et il assimile Orphée à la montée du soleil dans le ciel. Il dit qu'il faut voir dans la légende d'Orphée l'idée du matin avec sa beauté de courte durée. Puis, c'est le tour d'Eurydice, dont le nom est expliqué selon les mêmes principes. Le nom d'Eurydice, dit-il, vient du mot qui a donné leur forme au nom, comme Europe, Euryphassa et beaucoup d'autres, tous dénotant le vaste jaillissement de l'aurore dans le ciel. Alors, qu'est-ce que le serpent qui mord Eurydice, si ce n'est le serpent des ténèbres qui tue le beau crépuscule du soir? Une telle identification du mythe d'Orphée et d'Eurydice avec le soleil et avec les ténèbres, et la lutte de l'un et de l'autre, n'est-ce pas, entraîne Mallarmé à assimiler la descente d'Orphée aux enfers comme étant la représentation symbolique du passage du jour à la nuit. Vous voyez l'idée. Et il écrit ceci: le pèlerinage d'Orphée, enfin, représente le voyage que, pendant les heures de la nuit, le soleil passait pour accomplir afin de ramener au matin l'aurore dont il cause la disparition par sa splendeur éblouissante. Voyez-vous, c'est une explication du mythe d'Orphée qui montre à quel point Mallarmé tenait sa poésie dont Orphée est le symbole comme étant la lumière du monde. C'est ce qui est dit en filigrane. Quand notre consultant nous raconte cela, nous lisons à travers les lignes, à travers ce qu'il dit en filigrane, que pour lui, la lumière et la poésie sont semblables. La poésie est une illumination. Il appelle d'ailleurs la poésie l'intellectuelle parole à son apogée. Aussi bien la transfiguration d'Orphée-Soleil et son apothéose, c'est l'espérance inconsciemment formulée par Mallarmé de voir la poésie briller un jour comme un soleil orphique. Et c'est la projection même, psychisme du poète. Vous savez bien que c'est ainsi qu'il faut entendre ce que nous disent les auteurs et les consultants. Et si nous reprenons le thème de Mallarmé, nous ne sommes pas peu surpris de voir qu'il contient lui aussi ce que nous pouvons maintenant définitivement nommer la constellation du complexe d'Orphée. Le cadre vénuso-solaire apparaît puisqu'il y a une conjonction Soleil-Vénus. Et le Soleil est dans le signe même de l'exaltation de Vénus. Il est dans les Poissons. Vous voyez cette liaison soli-vénusienne, Vénuso-Solaire. Et la présence primordiale de Pluton, il est conjoint ainsi que Mars à la pointe de l'ascendant. Pluton, Mars sur l'ascendant, c'est la planète lourde qui colore cet ensemble, c'est Pluton. Enfin, nous remarquons, puisqu'il s'agit là encore d'un écrivain, une coloration mercurienne par la présence de la Lune dans le signe mercurien des Gémeaux.
C'est la même chose, me direz-vous, et c'est cependant toujours thématiquement différent. C'est cela qui est assez extraordinaire en astrologie, c'est que c'est toujours différent et que c'est toujours la même chose. Gérard de Nerval. Vous prenez le thème de Gérard de Nerval, il figure lui aussi dans le livre des thèmes. Il est né le 22 mai 1808 à Paris à 20 heures. Si vous calculez le thème, vous trouverez un ascendant à 2 du Sagittaire. 2 du Sagittaire. Pour bien des commentateurs, le mythe d'Orphée sous-tend là aussi toute l'œuvre de Nerval. Ce n'est pas que Gérard de Nerval ait développé ce mythe d'une façon formelle et systématique dans le cours de ses écrits, à peine s'il en parle. Il n'y a en effet dans ses livres ni conte, ni poème, ni article où la légende d'Orphée soit racontée. Mais ne pas se fier aux apparences. La technique de Gérard de Nerval est tout autre. Elle est faite d'allusions. Elle est faite d'allusions comme par exemple ce cri qu'il place en exergue à la seconde partie d'Aurélia. Il dit simplement « Eurydice, Eurydice, une seconde fois perdue ». C'est tout, rien d'autre. Et pourtant, quand on lit l'œuvre de Gérard de Nerval, on sent qu'elle est inconsciemment baignée par le grand mythe orphique. Et un ouvrage comme l'est Aurélia, et je vous conseille de relire Aurélia dans la perspective du mythe d'Orphée et d'Eurydice, eh bien Aurélia, c'est au niveau de l'inconscient de cet homme l'exécution de la geste d'Orphée en sa troisième phase, c'est-à-dire la descente d'Orphée aux enfers, la descente d'Orphée à la poursuite d'Eurydice. Aurélia se présente en effet comme la descente de Gérard de Nerval aux enfers, à la recherche, il le dit, d'une femme perdue. Et c'est une terrible descente de l'âme aux enfers qui sont ceux de la folie. Il descend, il s'enfonce aux enfers du subconscient et de la folie à la recherche d'une Aurélia disparue. C'est une terrible descente dans les profondeurs du moi, une espèce de voyage éperdu que cette Aurélia, à travers d'étranges visions. On a l'impression, quand on lit Aurélia, d'un homme qui recherche affreusement, désespéré, une lucidité qui s'enfuit. Tragique, le livre est bouleversant. Et à la dernière ligne de ce livre, Gérard de Nerval en a conscience et il écrit « Et je compare cette série d'épreuves que j'ai traversées à ce qui, pour les anciens, représentait l'idée d'une descente aux enfers. » Dernière ligne de l'œuvre, Aurélia s'arrête sur cette phrase. Et la descente aux enfers non seulement a été écrite par lui, mais était vécue. Il a vécu cette folie, ce n'est pas des cris de chic, il a puisé dans son âme, il a arraché Aurélia entre deux éclairs de lucidité à l'intérieur d'une longue folie envahissante. Et il a fait une descente aux enfers réelle, j'allais dire corporelle. Constamment, nous savons bien que Gérard de Nerval passait des nuits errantes dans les quartiers des bas-fonds. S'il y en a parmi vous qui vont passer des nuits errantes dans les quartiers des bas-fonds, ils sauront qu'ils font leur descente aux enfers. Quand il allait dans les carrières de Montmartre, quand il hantait les tavernes dangereuses des Halles jusqu'au petit matin, ce n'était pas autre chose que l'être qui s'enfonce dans son enfer. C'est cela symboliquement. Et lorsqu'un être, après un désespoir d'amour, vous raconte que il se dissipe, qu'il veut s'amuser, s'étourdir à tout prix, eh bien, quand il me dit ça, je n'entends pas autre chose que la fuite de l'homme qui s'enfonce petit à petit dans son enfer, qui refuse la prise de conscience. D'ailleurs, dans l'œuvre de Gérard de Nerval, il y a cependant un très beau poème qui est consacré à Orphée.
et à la lyre d'Orphée. Vous savez, le sonnet où il parle du luth constellé. Vous vous souvenez, mon luth constellé porte le noir soleil de la mélancolie. Et à la fin de ce poème, à la fin, ce luth, cette lyre, dans les constellations, rappelle aux hommes les hautes harmonies de la musique des sphères. Vous vous souvenez des derniers vers du poème de Gérard de Nerval, qui sonnent d'ailleurs d'une façon magique, quand il dit « J'ai 2 fois vainqueur traversé l'Achéron, modulant tour à tour sur la lyre d'Orphée les soupirs de la sainte et les cris de la fée. » Outre que c'est merveilleusement inspiré, ça va très loin au niveau symbolique, c'est miraculeux. Eh bien, une telle et si miraculeuse poésie, c'est à Pluton que Nerval la doit. Regardez Pluton. Là aussi, il figure dans le thème et il est capital. Il est conjoint à Jupiter, mais ce n'est pas n'importe quelle conjonction. Jupiter est maître de l'ascendant Sagittaire, c'est le moi. Et Pluton s'identifie une fois encore avec le moi, ou le moi s'identifie avec Pluton, c'est comme vous voulez. Voyez le contexte plutonien qui apparaît cette fois par une toute autre constellation. Et à ce contexte plutonien s'ajoute la note solaire attendue. Le soleil est en effet angulaire à la pointe du descendant. Et s'ajoute la note vénuso-lunaire attendue. Vénus et la Lune sont dans leur signe, dans le taureau, où ils sont respectivement domicile et en exaltation, donc puissants. Et il s'ajoute enfin une liaison Vénus-Pluton. Vous voyez, Vénus est en effet au sextile de Pluton. Et il s'ajoute aussi la plume de l'homme de lettres pour traduire le complexe en écrit avec la teneur mercurienne du signe de naissance, les Gémeaux. Une fois encore, tous les indices du complexe d'Orphée apparaissent en ce thème, disposés autrement. Ils seront toujours disposés autrement, mais ils seront néanmoins tous, toujours absolument présents. Vous commencez à bien percevoir ce qu'est l'analyse globale d'une carte céleste. Nous allons maintenant demander à Paul Valéry de nous montrer une des phases, une des interprétations les plus importantes qui soit du mythe d'Orphée. C'est capital, ce qu'a trouvé Paul Valéry est capital. Un jour, Paul Valéry assista à l'Orphée de Gluck et il écrivit à sa femme ces quelques lignes. Orphée m'a empoigné, surtout le premier et le quatrième acte. Cela a eu le don de toucher en moi une très ancienne roche abandonnée. Or Valéry était surtout sensible à la première partie de la légende, celle qui montre Orphée entraînant par son chant les pierres et les rochers. Et il voyait quelque chose que nous n'avons pas encore développé et qui vous est peut-être venu à l'esprit, peut-être pas. Il voyait dans cette articulation de la légende l'esprit créateur animant la matière inerte. Et Orphée était associé dans l'imagination de Valéry avec l'art qu'il chérissait avant tout autre, l'architecture. Et pour Valéry, Orphée se présente en effet comme le premier architecte, puisqu'au son de sa lyre, les pierres se rangeaient d'elles-mêmes le long de son passage en murailles, et que les villes harmonieuses étaient bâties. Idée remarquable. Et c'est à telle enseigne que l'on peut assurer qu'un complexe d'Orphée dans un thème peut fort bien entraîner certains hommes à embrasser la profession d'architecte, profession qui se présente comme le miracle de la pierre organisée, charmée par l'homme pour qu'elle devienne demeure pour l'homme. Orphée,
si nous suivons bien la pensée de Valéry, c'est l'alliance intime entre l'architecture et la musique. Et c'est ainsi qu'en cette phase du mythe, un complexe d'Orphée, nous pourrions le nommer le complexe de l'architecte. Organiser la pierre selon un rythme personnel. Et poète, Valéry a composé une partie de son œuvre sur ce thème. Il a commencé par dire « Nous sommes orphiques ». Nous, c'est-à-dire nous poètes, sommes orphiques, constructeurs au son de la lyre de temples bénis. Et dans un texte intitulé Orphisme, il écrivit « Le poète recrée le monde au moyen de rythmes uniques, éternels et divers. » Et à la lumière de ce que je viens de vous dire, vous allez maintenant très aisément comprendre un texte de Paul Valéry qui, s'il n'y avait pas eu ce préambule, vous serait resté tout autant qu'à moi du reste parfaitement hermétique et pendant un long moment, car les vers de Valéry ne se perçoivent pas sans une longue méditation. Voilà ce qu'il écrit dans un premier poème sur Orphée. Il a composé d'abord un premier poème sur Orphée et je lis les vers suivants. Le Dieu chante, et selon le rythme tout-puissant, s'élèvent au soleil de fabuleuses pierres, et l'on voit grandir vers l'azur incandescent les hauts murs d'or harmonieux d'un sanctuaire. Il chante, assise au bord du ciel splendide, Orphée, et sa lyre divine enchante les porphyres. Je suis sûr que maintenant ça vous est devenu extrêmement facile à comprendre. Revenant sur son idée, dans un second poème intitulé lui aussi Orphée, il écrit, en reprenant un de ses vers de jeunesse et en le modifiant, une suite, qui, si nous n'avions pas eu toute la compréhension du mythe d'Orphée, et la vision même, l'angle de vision de Paul Valéry, ne serait pas très simple non plus à suivre. Voilà ce qu'il reprend le vers, il chante assise au bord du ciel splendide, Orphée. Là, ce vers. Et il ajoute, alors il chante assise au bord du ciel splendide, Orphée. Le roc marche et trébuche, et chaque pierre fait se sent un poids nouveau qui vers l'azur délire. D'un temple à demi nu, le soir baigne l'essor, et soi-même il s'assemble et s'ordonne dans l'or à l'âme immense du grand hymne sur la lyre. Ah bah très loin. Et soi-même il s'assemble et s'ordonne. Vous avez bien compris où je voulais en venir. Ou plus exactement, où Paul Valéry nous amène. En soi-même, il s'assemble et s'ordonne. Or, que dit le ciel de Paul Valéry? Présente-t-il les indices d'un complexe d'Orphée? Que dit-il? Voyons, présence de Pluton. Oui, présence de Pluton par sa maîtrise sur le groupe Soleil-Mercure du Scorpion. Et Mercure est le maître de l'ascendant Gémeaux. Le mois est dans le signe plutonien du Scorpion. Présence aussi du Soleil par sa conjonction à Mercure, maître de l'ascendant Gémeaux. Cadre Mercurie-Soleil. Présence de la Lune. Elle est angulaire avec la pointe de l'ascendant. Il n'y a que la présence de Vénus qui est un peu estompée. Elle est dans le signe mercurien. Il y a une liaison, si vous voulez, vénuso-mercurienne, mais c'est un peu estompé. Et par contre, la note mercurienne apparaît une fois encore chez ce grand écrivain, justement avec la présence d'une Vénus dans la Vierge, et avec une double valorisation des Gémeaux, une valorisation capitale d'importance par l'ascendant et par la Lune. Avouons cependant que par cette importance de Mercure et cette restriction vénusienne,
Il y a beaucoup de Faust sous cet Orphée, mais les deux complexes sont quand même un peu mêlés. Et je vous renvoie au cours sur le complexe de Faust pour mieux comprendre une des facettes de l'âme de Paul Valéry. J'ai néanmoins voulu vous parler de lui, quoique cette constellation ne soit pas pure, parce qu'il a mis l'accent sur quelque chose de très important, sur l'art qu'avait Orphée d'organiser la pierre, d'entraîner avec lui, nous disait le mythe, les rochers, les forêts, les bois, etc. Et j'ai sous les yeux maintenant le thème d'un architecte, et je l'ai pris vraiment par hasard, vraiment au hasard dans ma collection de thèmes. Il s'agit du thème de ce grand architecte que vous connaissez qui s'appelle Le Corbusier. Et je l'ai pris en me disant, bon, il a certainement la constellation d'Orphée dans son thème, on n'est pas un grand architecte pour rien. Il a la constellation d'Orphée dans son thème. Le ciel est très bien organisé, les thèmes s'organisent très bien. Bon, vous connaissez le thème, je vous rappelle sa date de naissance, vous pourrez le calculer, il ne figure pas dans le dictionnaire des 300 thèmes, mais vous le calculerez facilement. Le Corbusier naît en effet le 6 octobre 1887 à La Chaux-de-Fonds en Suisse à 21 heures. Eh bien, cet homme présente un cadre mercurien, l'ascendant est au Gémeaux. Et Vénus est maître du signe solaire en Vierge. Il est maître de Vénus, signe solaire en Vierge. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Vénus en Vierge. Mercure est maître de Vénus en Vierge. Vous voyez, l'accent est mis sur Mercure. Bon, le cadre vénusien. Le cadre vénusien apparaît. Et il y a en effet une conjonction dans la balance. Le 6 octobre 1887, le Soleil est dans la balance, bien sûr. Et à cette époque-là, Uranus s'y trouvait. Le Soleil est à 12 et Uranus est à 12 de la balance. Vénus est donc valorisé par maîtrise. C'est un homme de la balance, donc on pense aussitôt à un vénusien, cadre vénusien. Donc je répète, cadre mercurien, ascendant au Gémeaux, cadre vénusien, Soleil dans la balance. Le cadre solaire existe, il y a en effet deux astres qui sont conjoints au fond du ciel et qui sont dans le Lion. Ces deux astres, c'est Mars et Saturne dans le Lion, signe solaire. Et de surcroît, nous voyons la très belle conjonction Soleil-Uranus ainsi que Vénus dans la maison 5, qui est une maison qui est donnée symboliquement au Soleil. Donc vous voyez le cadre solaire. La présence de Pluton, ah ben je pense bien, et même nous dirons même la conjonction, la présence par conjonction de la Lune et de Pluton. Il y a une conjonction Lune-Pluton, il y a même une conjonction Lune-Pluton-Neptune, qui vient de se lever et qui n'est pas très haut au-dessus du ciel, qui est à quelques degrés de la pointe de l'ascendant. Vous voyez, Lune, Pluton sont pratiquement sur l'ascendant. Et Mercure, maître de l'ascendant Gémeaux, est au Scorpion. Vous voyez comme c'est subtil un thème, comme ça ne peut pas se voir dans un détail, ça se voit vraiment dans un ensemble. Bon, on a la constellation d'Orphée, et ceci dans un thème à toile de fond uranienne, d'où le côté très insolite de cet architecte qui à l'époque faisait scandale, qui à l'époque a fait des choses que personne avant lui n'avait fait, c'est le côté uranien, la conjonction Soleil-Uranus, en secteur 5, dans la maison de la création. Vous voyez comment ça joue. Vous voyez, c'est vraiment tout à fait extraordinaire. Vous prenez maintenant le thème d'Édouard Schuré. Nous pouvons tenir les grands initiés pour l'œuvre capitale d'Édouard Schuré. Or, c'est très étrangement à travers l'amour et la mort que cette œuvre naquit. Je ne sais pas si vous connaissez la genèse des grands initiés, mais je vais vous la conter, vous allez voir que c'est orchique. Le livre maître, les grands initiés, nous le devons en effet à la rencontre d'Édouard Schuré et de Marguerite Albana Mignati.
C'est lors d'un voyage à Florence, vers l'année 1872, qu'il fit connaissance de cette femme. Et cette femme fut pour lui révélatrice, catalyseur de son génie. Bien sûr, sans elle, Édouard Schuré serait demeuré un poète, bien sûr. Mais il n'aurait pas écrit Les Grands Initiés, qui sont comme d'un reflet du frémissement divin. Les Grands Initiés, si vous avez lu le livre, vous devez vous en souvenir, c'est vraiment une approche du grand mystère. Il écrivit un jour ceci. Marguerite Albana me révéla la puissance créatrice de l'âme par l'amour. Je souligne, c'est moi qui souligne parce que c'est orphique. La révélation de la puissance créatrice de l'âme par l'amour, Orphée Eurydice. Par l'intuition et par la foi voyante dans les vérités éternelles de l'au-delà. Je puis dire que Marguerite Albana a refondu et recréé mon âme par son amour. Vous voyez comment cet homme a exprimé le mythe d'Orphée qu'il portait en lui. C'était réellement Orphée rencontrant Eurydice, et il le dit, rencontrant son âme. Mais nous savons maintenant, selon le mythe d'Eurydice et d'Orphée, que la malheureuse Eurydice est appelée à mourir. Nous sommes au courant. Et nous savons qu'Orphée doit franchir à son tour les grandes portes de la mort pour y être initié au secret d'au-delà. Eh bien, tout naturellement, puisque je vous dis nous vivons tous des mythes et qu'Édouard Schuré vivait le mythe d'Orphée, à Livourne, en 1887, meurt Marguerite Albana, meurt Eurydice. Qu'est-ce que c'est s'incarner en un mythe? À cette mort, Schuré Orphée fait serment d'aller plus avant dans le rythme des mots et promet à l'ombre bien-aimée de vouer désormais sa vie au mystère, faire sa descente aux enfers. Vous voyez le mythe, comment il s'exprime dans une vie. Et à travers l'étude des religions des hommes, de révéler à tous le travail occulte des âmes du monde. De ce serment, un grand livre naquit, c'est donc le livre des initiés. Dans cet ouvrage, un long passage est tout entier consacré à Orphée. Il occupe tout le livre 5. Je vais vous en lire quelques extraits qui vous en montreront la teneur. À cette époque avait paru en Thrace un jeune homme de race royale et d'une séduction merveilleuse. On le disait fils d'une prêtresse d'Apollon. Sa voix mélodieuse avait un charme étrange. Il parlait des dieux sur un rythme nouveau et semblait inspiré. Sa chevelure blonde tombait en ondes dorées sur ses épaules, et la musique qui coulait de ses lèvres prêtait un contour suave et triste au coin de sa bouche. Ses yeux d'un bleu profond rayonnaient de force, de douceur et de magie. Les traces farouches fuyaient son regard. Mais les femmes versées dans l'art des charmes disaient que ses yeux mêlaient dans leur filtre d'azur les flèches du soleil aux caresses de la lune. Quel soleil, la lune, je vous dis. Les bacchantes même, curieuses de sa beauté, rôdaient souvent autour de lui comme des panthères amoureuses, fières de leur peau tachetée, et souriaient à ses paroles incompréhensibles. Subitement, ce jeune homme qu'on appelait le fils d'Apollon avait disparu, on le disait mort, descendu aux enfers. Il s'était enfui secrètement en Samothrace, puis en Égypte, où il avait demandé asile aux prêtres de Memphis. Ayant traversé leur mystère, il était revenu au bout de 20 ans sous un nom d'initiation qu'il avait conquis par ses épreuves et reçu de ses maîtres comme un signe de sa mission. Il s'appelait maintenant Orphée ou Arpha, ce qui veut dire celui qui guérit par la lumière. Orphée, Aor,
cette étonnante page, Édouard Schuré raconte la vie d'Orphée, l'initié, puis il raconte comment il mourut, et il conclut le grand chapitre consacré à l'histoire d'Orphée en ces termes. Plus tard, les Thraces convertis à la religion d'Orphée racontèrent qu'il était descendu aux enfers pour y chercher l'âme de son épouse, et que les Bacchantes, jalouses de son amour éternel, l'avaient mise en pièces, mais que sa tête, jetée dans l'Èbre et emportée par ces flots orageux, appelait encore Eurydice, Eurydice. Ainsi les Thraces chantèrent comme un prophète, celui qu'ils avaient tué comme un criminel et qui les avait convertis par sa mort. Ainsi le verbe orphique s'infiltra mystérieusement dans les veines de l'Hélénie par les voies secrètes des sanctuaires et de l'initiation. Les dieux s'accordèrent à sa voix, comme dans le temple un chœur d'initiés au son d'une lyre invisible, et l'âme d'Orphée devint l'âme de la Grèce. Très belle page, n'est-ce pas? Si nous examinons le thème d'Édouard Schuré, nous remarquons dans un cadre de poissons uranianisés, les poissons étant situés à l'ascendant et le maître Neptune étant au Verseau, signe uranien, et Uranus, maître du soleil Verseau, étant dans la maison 1. Vous voyez, il y a un cadre poisson uranianisé. Mais nous remarquons une importance de Pluton, il est lui aussi dans la maison 1, et nous remarquons un rapport de Pluton avec la Lune. Les deux astres sont en effet en quadrature quasi exacte, et nous remarquons un cadre vénusien. Vénus est en effet angulaire à la pointe de l'ascendant, c'est l'astre le plus angulaire. Bon, ce n'est pas aussi net que dans les thèmes précédents, mais néanmoins un complexe d'Orphée apparaît en filigrane dans la trame générale d'un thème qui est, je le rappelle, constitué par un complexe Verseau-Poisson-Uranus-Neptune. À ce contexte Verseau-Poisson-Uranus-Neptune s'ajoute cette espèce de trame générale du complexe d'Orphée. D'où le sens de la destinée d'Édouard Schuré, et par les poissons et Uranus, le sens qu'a pris sa mission d'écrivain, les grands initiés. C'est vraiment un problème poisson et Verseau. Vous voyez donc, nous sommes arrivés maintenant non seulement devant de grandes structures thématiques, de grandes constellations qui nous permettent une globalité, mais par une double synthèse, cette globalité plus une toile de fond d'autre chose, nous arrivons à cerner encore davantage, non pas la vie de l'être, mais son psychisme profond, et c'est ce qui est le plus important, le reste au fond n'est qu'anecdote. Et nous allons prendre maintenant le dernier thème de ce présent entretien, thème d'un homme auquel je faisais tout à l'heure allusion, qui est Jean Anouilh. Et il figure dans le livre des 300 notabilités. Si vous ne l'avez point, vous calculez le thème. Jean Anouilh est né le 23 juin 1910 à Bordeaux, à 1h du matin. Mêmes indications thématiques. Dans la carte de Jean Anouilh, ce sont les mêmes indications thématiques. Et cet homme qui écrivit une belle pièce qui s'appelle Eurydice porte en son ciel toute la constellation du complexe d'Orphée. Importance de Pluton. Pluton est en effet conjoint au Soleil. Importance de la Lune. Elle est conjointe à la pointe du milieu du ciel. Et elle est maîtresse du signe solaire lui-même, le Cancer. Importance de Vénus, elle est dans la maison 1 et dans son signe, le Taureau. Importance du Soleil, il est au sextile de l'ascendant. Enfin, présence de Mercure, qui signe l'écrivain. L'astre est en effet aux Gémeaux.
Néanmoins, il s'y ajoute une composante saturno-urano-neptunienne qui nous permettra sans doute de voir revenir Jean Anouilh dans le cours de ces 3 années d'études. Si l'on analyse l'œuvre de Jean Anouilh, cette Eurydice qu'il écrivit, on s'aperçoit qu'il a surtout été sensible à la musique, et je disais même tout à l'heure, à l'aura magique dont les noms d'Orphée et d'Eurydice se trouvent comme entourés. Si vous vous souvenez de cette pièce, pour l'avoir lue ou vue représentée, vous vous souvenez de la rencontre des 2 héros, telle que Jean Anouilh la porte sur le théâtre. Il y a un premier acte où Orphée et Eurydice parlent, ne se connaissent pas encore, ils se rencontrent, ils parlent, et à la fin d'un assez long dialogue, les 2 personnages se retournent l'un vers l'autre, et ils ont seulement les mots suivants. Orphée, très doucement, dit « Mon amour ». Eurydice répond « Mon cher amour ». Et Orphée dit « Voilà l'histoire qui commence ». Eurydice, j'ai un peu peur. Es-tu bon? Es-tu méchant? Comment t'appelles-tu? Et le personnage dit Orphée. Et toi? Et elle répond Eurydice. Et vous sentez tout ce qu'il y a de fatal dans ce court dialogue terminal de l'acte. La magie des 2 noms agit ici, n'est-ce pas, et donne le ton au mystère. Simplement le fait de dire comment t'appelles-tu, Orphée, et toi, Eurydice, ça situe déjà un climat, le climat de la fatalité qui va dans lequel va se dérouler toute la pièce. Or, je vous expliquais tout à l'heure que pour Orphée, pour Anouilh Orphée, le drame du personnage, c'est la jalousie. Le regard en arrière d'Orphée, d'après Anouilh, vient d'un mouvement de jalousie. C'est son interprétation. Et je vais vous lire, et cela servira pratiquement de conclusion à ce cours, je vais vous lire une partie de la dernière scène qu'il écrit, que Anouilh écrit en ce sens. Les 2 personnages sont l'un près de l'autre, ils ne se regardent pas. Tu es là, Eurydice? Oui, mon chéri. On m'a permis de venir te reprendre, seulement je ne dois pas te regarder avant le jour. Oui, mon chéri, je sais. Ils me l'ont dit. Orphée la prend alors par la main et il l'entraîne sans la regarder. Viens. Nous allons attendre l'aube ici. Au lever du jour, nous serons libres. Tu seras vivant. Tu n'as pas eu trop froid. Eurydice, c'est surtout cela la mort, un froid terrible. Mais on m'a défendu de parler de rien. Je peux seulement dire jusqu'au moment où le chauffeur a fait ce sourire dans le rétroviseur et où le camion-citerne s'est jeté sur nous comme une bête folle. Après, je n'ai plus le droit. Orphée, qu'est-ce que tu allais faire dans le quart de Toulon? Eurydice, je me sauvais. Orphée, tu avais reçu la lettre de Dulac. Eurydice, oui, c'est pour cela que je partais. Orphée, tu as été sa maîtresse. Eurydice, non! Il te l'a dit! Je savais qu'il allait te le dire, et que tu le croirais. Orphée, Eurydice, maintenant il vaut mieux tout dire. De toute façon, nous sommes 2 pauvres êtres blessés sur cette banquette, 2 pauvres êtres qui se parlent sans se voir.
Eurydice, il a menti. Orphée, tu n'as jamais été à lui. Eurydice, non. Orphée, si en ce moment tu dis vrai, cela doit être bien facile de le savoir. Ton œil est clair comme une flaque d'eau le soir. Si tu mens ou si tu n'es pas sûr de toi, il y a un cercle d'un vert plus sombre qui va se rétrécissant autour de ta pupille. Eurydice, le jour va se lever bientôt, mon chéri, et tu pourras me regarder. Orphée crie soudain, oui, jusqu'au fond de tes yeux, d'un coup, comme dans de l'eau, la tête la première au fond de tes yeux, et que j'y reste, que je m'y noie. Eurydice, tais-toi, ne parle plus, ne pense plus, tiens-toi fort contre moi, ne me demande rien, nous allons vivre, accepte d'être heureux s'il te plaît. Orphée, je ne peux pas. Eurydice, accepte si tu m'aimes. Orphée, je ne peux pas. Eurydice, tais-toi alors au moins. Orphée, je ne peux pas non plus. Tous les mots ne sont pas encore dits et il faut que nous disions tous les mots un par un. Il faut que nous allions jusqu'au bout maintenant, de mot en mot. Eurydice, mon chéri, tais-toi, je t'en supplie. Orphée, assez, assez, nous sommes pressés de mots depuis hier. Maintenant, il faut que je te regarde. Eurydice, attends, attends, s'il te plaît. Ce qu'il faut, c'est sortir de la nuit. C'est bientôt le matin. Attends. Orphée, c'est trop long d'attendre le matin. Eurydice, elle le tient embrassé la tête dans son dos. Elle supplie, oh, s'il te plaît, mon chéri, ne te retourne pas, ne me regarde pas. À quoi bon? Laisse-moi vivre, dis, je t'en prie, j'ai tellement envie de vivre. Orphée, il crie, vivre, vivre. Non, je t'aime trop pour vivre. Il s'est retourné, il la regarde. Ils sont l'un en face de l'autre maintenant, séparés, dit l'auteur, par un épouvantable silence. Il demande enfin sourdement. Il t'a tenu contre lui. Eurydice. Oui. Orphée, depuis quand es-tu sa maîtresse? Eurydice. Depuis 1 an. Pendant ce temps, Eurydice a reculé, elle est tout à fait au fond du décor maintenant. Orphée. Pardon. Eurydice. Eurydice, gentiment du fond. Il ne faut pas, mon chéri. C'est moi qui te demande pardon. Excuse-moi, je dois partir. Orphée, Eurydice. Il court comme un fou au fond. Elle a disparu. Orphée reste seul. Il ne bouge pas. Le matin se lève. Il y a un sifflement de train au loin.